Transport Nacat, un transport de qualité pour les professionnels et particuliers. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour le talk show du Phocéen. Venez sur Twitch pour dialoguer avec nous. Ça va être un talk show un petit peu particulier en ouverture là, de cette émission, puisqu'on devait avoir deux invités là, sur le plateau, Maxence Volpe et Najet Rami, qui vont avoir beaucoup de retard avec des gros embouteillages sur C'est Marseille. Turpin, pas qu'on soit champion. Et voilà, mais vous avez entendu la petite voix, c'est Romain Canuti qui est quand même avec moi, qui me soutient sur ce plateau. Exactement, Slim, on va se faire un petit one-to-one. Ça va ressembler fortement à un OM au café. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. T'en as eu un ce matin, t'en auras un demain matin. Exactement. J'en Voilà. aurai un mercredi. Bon, mais on est tous les deux. On va prendre des questions de nos gens. On va des viewers, du chat. On va peut-être établir un petit historique. On peut se faire un top ensemble de qui est le pire joueur contemporain de l'Olympique de Marseille. Où se situe Joaquin Correa dans cette liste. Ah ouais, on peut en parler. Voilà, on peut faire des tier lists comme ça. On peut s'amuser. On va pouvoir en parler de Joaquin Correa, évidemment. Alors, on va prendre aussi un petit peu vos questions dans le chat, hein, puisque, comme l'a dit Romain, on va faire un sorte d'OM au café, un talk au café, un petit peu, C'est un peu ça. un apéro, on va dire, on va appeler ça comme ça, un OM à l'apéro. Tiens, on te dit bien le violet, Romain. C'est vrai. On aime Merci. bien, c'est Mandandarine qui nous envoie ce beau petit message. Un fidèle. Bon, c'est vrai qu'on avait fait les parties de l'émission, on avait préparé l'émission quand même, donc on peut voir le sommaire peut-être s'afficher en bas de votre écran. Voilà, il s'affiche Toulouse-OM, on va quand même faire un petit débrief ensemble. Tiens, t'es toulousain, t'as les couleurs de Toulouse, c'est vrai que j'avais pas fait le C'est rapprochement. vrai, tiens. Mais c'est parfait, moi je suis un peu en bleu ciel, toi en violet, c'est parfait. Faut-il se satisfaire de ce point pris? Toi, Romain, un petit peu à froid maintenant après Ouais, t'être voilà, parce que reposé. je pense aussi, j'ai une pensée pour ceux il y a de nombreux fidèles qui nous ont suivis tous les deux hier dans la troisième mi-temps sur les notes. Donc, c'est vrai que le lundi, c'est mieux pour confronter nos points de vue avec nos camarades. Donc, je vais pas faire de la redite par rapport à hier. Ça serait dur à entendre pour certains. Juste, oui, effectivement, pour moi, c'est un super point de prix parce que on revient sur ce truc classique. Tu viens me trouver m'attraper par le col jeudi soir à minuit après le match de Benfica et tu me dis par contre, on a fait la prolongue, on a fait tirer au but, on est bouilli, donc on part de Toulouse avec un point. Et tu me dis dans le même temps, mais je te garantis, il n'y a pas de blessure des joueurs importants, des Balerdi. Mm. Balerdi, 120 minutes jeudi, 90 minutes à Toulouse. Ouais, ça va commencer à tirer. Et 2 fois top, hein, si je ne m'abuse. C'est pour le Phocéen, oui. Pour le Donc, Phocéen. Et puis les notes également de l'équipe et de la Provence. Sacrée dimension qui prend. Verretou, Aubameyang, tu me dis par contre à Toulouse, on fait que match nul, mais ces mecs-là, il leur arrive rien. Je te promets que je l'aurais signé ce papier. Donc effectivement, je me satisfais de ce match nul. Et puis en fait, ce match nul, pour moi, c'est un point quand même, c'est Faris Moumbagna qui va te le chercher. Ouais, c'est ça. Et c'est très important et c'est bien quand c'est des attaquants comme ça qui font la décision, tu vois. Je pense que mentalement, ça peut le débloquer. Mais est-ce que tu penses je vois Vélodrome qui nous dit on se satisfait maintenant, mais je pense qu'il y avait la place de prendre les 3 points. Toi, Il y a toujours, ouais. il a raison de dire ça, il y a toujours la place de prendre les trophées. Toujours à chaque match, on peut se dire, ouais, mais on a ouvert le score. Mais il faut être honnête, vu notre niveau physique, on a cette baisse de niveau qui fait que si Paul Lopez fait une bonne sortie, et il a le droit de faire une bonne sortie juste avant la pause, on peut revenir à 1-0. Mais on a vu combien de matchs cette saison de l'Olympique de Marseille où la première mi-temps est satisfaisante Oui, c'est vrai. et on a un crash complet en début de seconde. On l'a vu plein de fois. Plein de fois. Là, j'ai en tête, je sais pas pourquoi ça me vient, mais le match contre Rennes, il me semble en Coupe de France. Coupe de France. Oui, où il y a
Il y a Penalty détourné de Paul Lopez fin de première. C'est ça. Et but au premier poteau, là, avec le Guéladoué qui fait qui avait fait le qui fait mal petit cinéma. de mémoire à Ulysse Garcia. C'était ça déjà. Donc oui, il y en a plein de matchs comme ça. Donc on ne sait pas. Après, oui, effectivement, il y avait la place pour le gagner. Et il y avait la place pour le gagner avant tout, parce qu'en face, Toulouse est loin d'être une équipe. Voilà, c'est peut-être un de leurs plus mauvais matchs cette saison. Les amis, vous avez besoin de renfort? Voilà, il est là. on a Sébastien Volpe qui est avec nous. Vous l'avez entendu, vous l'avez sûrement entendu comme nous, alors qu'on voit les stats du match avec 11 tirs cadrés, 11 tirs, 3 cadrés seulement, un petit poteau et 2 buts. Donc bon, on n'a pas forcément non plus montré grand-chose sur ce match-là. On n'en a pas parlé, mais tiens, on va lancer Seb sans tarder sur le sujet. Vas-y. Mais le poteau d'Aubameyang, super coup franc. Et derrière, cette reprise d'Onana, là, c'est dur, hein? C'est très dur. Seb, tiens, toi, ton ressenti un petit peu sur ce match, à froid comme ça, après avoir passé une bonne nuit de sommeil, après ce résultat nul de 2, est-ce que pour toi, c'est un bon point pris, quand même, où il faut s'en satisfaire? C'est d'autant plus un bon point pris que mathématiquement, ça nous laisse toujours dans la course à l'Europe, puisque si je dis pas des bêtises, en gagnant notre match de retard contre Nice et en battant Lens, on leur revient dessus, alors que si on n'avait pas fait nul, en battant Nice dans le match en retard et ensuite en battant Lens, on les rattrapait pas, on restait un point derrière. Donc ce point est, si je puis dire, précieux. Et quand on a une équipe aussi affaiblie que l'Olympique de Marseille là en ce moment, c'est forcément un bon point de prix. Alors, je vous ai entendu. Effectivement, ce match, on aurait pu le gagner, mais ce match, on aurait pu le perdre. Et moi, ce qui m'a régalé, je sais pas vous les gars, mais c'est d'entendre tout le stadium qui criait l'Europe, Toulousain, je sais pas quoi, là, leur chanson bidon, là, Ouais. Toulousain, Europe, je sais pas quoi. Et avec Max, on a chanté pendant 10 minutes Toulouse, l'Europe pour Toulouse, l'Europe pour Toulouse. Eh ben non, les gars, c'est mort. Ouais, c'est vrai que ils se sont fait, même il y avait des petits olés qui commençaient à fleurir là dans le stade après le but de Gbo. Tiens, j'ai un message de H793. C'est intéressant quand même. Est-ce que cette équipe de l'OM n'est pas une équipe aussi chiante à jouer pour ses adversaires? Parce que selon lui, il y a peu de matchs cette saison où on s'est fait rouler dessus. Vous êtes d'accord avec cette intervention? Ouais, j'ai quand même des matchs. Enfin, on est quand même une équipe qui, en supériorité numérique, n'arrive pas à faire la décision. Donc, je partage. Je pense qu'on peut vraiment pas bomber le torse. Enfin, moi, j'ai quand même le souvenir de match, le OM Metz au Vélodrome là, où Metz joue 5 minutes. Oui, c'est ça. Il joue 5 minutes seulement. J'ai pas l'impression, dans une Ligue 1 faible comme elle est faible cette saison, par rapport à d'autres où tu as vraiment des locomotives qui tirent le truc vers le haut. Et vu notre classement, je pense vraiment pas qu'on puisse avoir Non, mais cette analyse-là. Romain, c'est pas la remarque enfin, je crois pas que ce soit la remarque du viewer. Et je rebondis parce que Max m'a fait exactement la même remarque. Parce que je lui disais, putain, j'ai regardé à un moment donné cette saison Lyon-Toulouse. Et c'est vrai que enfin, Toulouse-Lyon plus précisément, donc au Stadium. Et c'est vrai que j'ai vu des Toulousains qui étaient tout feu tout flamme. Alors ça a fini, je sais plus de 2 ou je sais plus combien ça a fini, mais c'était un bon match et je me suis dit putain, quand on va aller à Toulouse, ça va être compliqué. Et c'est vrai que tout le match, je les ai pas trouvés aussi offensifs que contre Lyon. J'ai pas vu le même match. Et Max me disait, ouais, mais on dit ça à tous les matchs. C'est-à-dire qu'au Vélodrome, on a dit, ouais, mais Villarreal, au final, c'est nul. Ouais, mais le Shakhtar, au final, c'est nul. Il me semble que le Shakhtar, ils ont battu le Barça. Il me semble que Villarreal, ils ont battu le Barça. Donc, c'est pas des pleutres non plus. Et contre nous, toutes ces équipes-là, elles ont eu du mal. Donc, c'est vrai que dans notre façon de jouer, et je crois que c'était ça la remarque de notre internaute, on est une équipe chiante à jouer. Ça veut pas dire qu'on est bon, Romain. Mais ça veut dire que, effectivement, on n'a pas bombé le torse. Mais dans nos préceptes de jeu, on est assez mal, on n'est pas facile à bouger et que ça plaise ou pas aux suiveurs et aux observateurs. Mais il me semble aussi que contre un Paris qui est en demi-finale de Champions, à la mi-temps, on les avait bien bousculés, on était à 11 contre 10 et que contre eux aussi, on les a mis en difficulté. Alors après, tu as raison, il nous manque de la qualité, il nous manque du talent, donc on ne peut pas aller plus loin.
mais dans nos préceptes, on est quand même, je trouve, chiant à jouer et j'ai vu personne nous écraser cette année. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Gennaro Gattuso. À chaque fois qu'il analysait les matchs, il disait on y était presque, on n'était pas loin. Il y a personne qui nous écrase en fait, c'est ce que je veux te dire. Ouais, on s'est fait. Si quand même. À Brest, on s'est fait écraser. Contre Paris, match aller. À Brest, quand on joue à 11 contre 10 Ouais, ouais, et justement, qui quand marque ils un nous but marquent. rasqueux et qu'on perd 1-0, tu trouves Moi, écrasé, c'est que tu perds 4-0. Je veux dire, tu te fais Ouais, il y a eu le massacrer. match à Du coup, Villarreal. Paris, tu perds Villarreal. sur ce score-là à Paris. Non, moi, il y a des matchs quand même que j'ai vus. On perd à Lyon, là, en janvier, un truc comme ça, là, 1-0, mais enfin, dans le jeu, on n'y est pas du tout. Enfin, non, c'est pas, on le sait, c'est pas une bonne saison. On n'est pas là pour se flageller et compagnie. Après, moi, je préfère, encore une fois, des saisons à la Tudor où on se régale et même les adversaires disent on s'est régalé, tu vois, même qu'ils perdent ou qu'ils gagnent contre nous, ils disent ouais, c'était un super match ou quoi que ce soit, que d'être entre guillemets chiant à jouer. Maintenant, c'est vrai que on s'y accroche et on espère que ça va être difficile aussi, par exemple, pour l'Atalanta. Et l'avantage de ça, c'est vrai, c'est qu'au moment de jouer justement l'Atalanta, on n'est pas en. Alors que techniquement, on est inférieur à eux, on est outsider sur cette confrontation. Et on se dit, on est l'Olympique de Marseille, possiblement, il peut se passer quelque chose. Il y a un ami là, sur Twitch qui nous dit on n'est pas une équipe chiante à jouer, on est chiant à regarder jouer surtout. C'est surtout ça le problème. Tiens, je vais prendre quand même pas mal de messages là, comme on est ensemble là ce soir. Après, ça tient surtout là Vas-y. sur le match de Toulouse et par rapport à l'observation que s'était fait Seb quand il avait regardé Toulouse-Lyon. On a un coach, et je pense que c'est son cas plus que le précédent, qui vraiment, là, il a adapté. Enfin, il y a un système de jeu qu'on a vu tout au long du match. C'est pour ça que moi, j'ai dit hier, pour moi, Gasset, il n'est pas loin d'être top avec Oui, sa c'est vrai, je me gestion souviens. du match. Moi, Gasset, hier, même si on peut dire il n'y a que 2-2, au vu de ce qu'on avait à dispo, il a fait quasiment le match parfait. Parce que ce départ de match, donc pour moi, on ne va pas relancer le débat, hein, mais pour moi, on était à 5 derrière. Après, on Peut-être à passe. 1. Quand tu fais le fameux. On est à 1 ou à 5, on ne sait plus. Mais de faire rentrer Daoud, de le faire rentrer, mais au milieu de terrain. Voilà, tout ce qui a été fait a été bien fait. Et je pense que c'est une fameuse phrase de coaching, mais on a agi et pas réagi. Et ça, vraiment, Gasset, là-dessus, chapeau. Et on a vraiment embêté cette équipe de Toulouse sur ses qualités. Et ça, c'est vraiment du fait de Gasset. Si Abouklal, Gbo, qui a été pas si mal, mais voilà, et surtout Dalinga ont été mauvais ce dimanche, c'est avant tout grâce à la tactique mise en place par Gasset. Actarus, j'ai vu ton message. On va en parler justement dans la deuxième partie. Donc, on fera un petit point là-dessus dans la deuxième partie. Demander d'un petit peu un point sur les blessés. Toi, Seb, sur l'intervention là, de Romain, t'en penses quoi, justement? Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir être objectif et que l'Olympique de Marseille, cette année, en est à son quatrième entraîneur, si on compte Pacho à Bardonado, qu'on n'a jamais eu 3 fois la même équipe alignée parce que il y a toujours un Rongier de blessé, un Gigot de blessé, un Sarr de blessé, un Meïté de blessé, un Klose de blessé. Bref, je vais pas faire la liste de tous les blessés. Donc je trouve que l'OM, clopin avec un effectif qui n'est pas forcément totalement équilibré, un portier qui est magique, et évidemment c'est ironique. Il nous l'a encore prouvé sur sa sortie aérienne où il est sorti en fermant les yeux en disant je l'ai, et en fait il avait rien du tout. Je trouve qu'au final, on est en demi-finale d'Europa League alors qu'il y a plein de clubs en Europe qui tueraient pour être en demi-finale d'Europa League, qu'ils y sont pas, et nous on y est avec une équipe avec beaucoup de joueurs à l'infirmerie. Et c'est pour ça qu'on est fan de Marseille et de l'OM, c'est parce que voilà, c'est un club à part. C'est-à-dire que même une saison où on est nul, où on n'a pas un effectif équilibré, eh ben on arrive quand même à être en demi. Et sur un malentendu, à la fin de l'Atalanta, on dira ouais, mais en fait l'Atalanta c'était pas si fort que ça, parce que peut-être qu'on va gagner 2-0 match aller et qu'on va perdre 2-1 au retour, qu'on va se qualifier ou pas. Mais si c'est le cas, on dira
putain, l'Atalanta, c'était pas si fort que ça au final. Et si on tape Leverkusen en finale sur un malentendu un peu à la Liverpool Crystal Palace, on dira, ben au final, c'est la magie du foot, c'est l'OM, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a cette passion autour de ce club. C'est que c'est un des rares clubs en Europe où on peut arriver à faire des choses comme ça qui sont extraordinaires, quoi. Voilà, être en demi-finale d'Europa League avec cette équipe, encore une fois, très affaiblie, ça relève du miracle et la bonne mère, elle veille sur nous. Donc profitons-en et pourvu que ça dure. Ouais, on va espérer que ça dure. J'ai vu là-dessus d'ailleurs, Vas-y. pour se donner un peu donner envie de rêver, j'ai regardé les classements, j'ai vu passer ça et je suis allé le vérifier. Les classements des dernières équipes qui ont gagné l'Europa League. Ah oui, bah, t'as vu c'était Francfort, Francfort, FC Séville Séville, l'an dernier, Villarreal. Villarreal, c'est ça. Donc c'est à chaque fois des équipes qui étaient un peu larguées en championnat comme nous. Donc tu commences à te dire pourquoi pas? Mm. Pourquoi pas l'histoire qui se répète? Alors évidemment, pourquoi pas? On l'a dit, il y a ce Bayer Leverkusen là sur notre route. Qui a failli perdre d'ailleurs ce week-end. Je sais Ouais, pas si t'as suivi. non, mais C'est dingue quand hallucinant. même leur saison. Ils sont à 15-20 buts marqués sur les 5-10 dernières minutes. Enfin voilà, C'est fou. c'est une Romain, je te équipe pose une incroyable. question. Je Mhm. te pose une question qui est vraiment très sérieuse. Je la pose à Slim aussi d'ailleurs, hein. Et c'est vraiment très sérieux. Bon, déjà, il faudra passer l'obstacle de l'Atalanta. Mais Mhm. si tant est qu'on y arrive, tu trouves qu'il y a plus de différence entre l'OM Annecy au stade Vélodrome ou l'OM contre Leverkusen en finale de l'Europa League en termes d'écart? Ah, non, bah ouais, Mansi. Ouais, Mansi quand même. Ouais, Mansi. Mais nous, la manière dont on a pris ce match un peu par-dessus la jambe, je pense Non, pas c'est que. pas vrai, Ro. Max, il se l'est retapé exprès le match. Il a revisualisé. Quand il arrivera sur le plateau, tu lui poseras la question. Il a dit franchement, je l'ai revu ce match. Contre les Carquefou, contre les Quevilly, Hmm. on marchait sur le terrain. Donc on s'est fait sortir. C'est bien fait pour notre gueule. Mais franchement, contre Annecy, c'est pas une non-match. Je veux dire, Annecy, ils ont joué crânement leur chance. Tu On penses n'a que pas les eu de Leverkusen, ils vont réussite. faire jouer leur paillette? Qui serait Payet, la saison d'avant avec Sampaoli, c'était notre maître à jouer. C'était pas comme Oui, mais si là, non plus c'était un clopé, Payet. oui, mais sur la saison avec Tudor, c'était ton 14e, 15e, 16e joueur. Ce que ne fera absolument pas Leverkusen. Leverkusen, ils te mettront leurs joueurs, les 11 joueurs les plus utilisés, les plus en forme. Ils te mettront leur Florian Wirtz. Hmm. Ils te mettront pas, voilà, Après, un attention, ils sont Demirbay. pas Non, mais- encore qualifiés. Hein, ils vont jouer la Roma quand même, qui est pas. Oui, la qui Roma, est pas facile. Hein. demi-finale d'Europa League l'an dernier, vainqueur de La Conference demi-finale, League. finale d'Europa League l'an dernier où ils perdent qu'au tir au but. Oui, c'est vrai. Conference League, ils avaient Victoire en Conference League. Bon, c'était facile, ils avaient Jordan Verretou dans leur équipe. Ils sont très costauds en grosse culture européenne là, de l'AS Roma. Non, c'est vrai. Hein. Bah, tu vois, dans le chat, on dit aussi, pour moi, la Roma va sortir Leverkusen pour Drogba et R27. Je serais pas aussi catégorique, mais ça Ben, peut être. ça m'arrangerait. Ouais. Ben, moi, je préfère 100 fois jouer. Si tu te qualifies, tu préfères jouer la Roma. Je préfère 100 fois jouer la Roma que Leverkusen. Ben, on avait le débat avec Wagen juste avant de l'émission. Et moi, je lui disais l'inverse. Comme quoi, tu vois, tous les goûts et Pourquoi? les couleurs sont dans la nature. Parce que la Roma, depuis qu'ils ont Daniel De Rossi comme entraîneur, c'est une machine hyper bien huilée. Et Mm. qu'en termes d'individualité, le Lukaku, il me fait peur, mais tu n'as même pas idée à quel point il me fait peur, quoi. Sans me parler de Dybala. Je veux dire, ils ont des joueurs, pour moi, la Roma, qui sont capables sur un pas de danse, même s'ils sont pas dans un bon jour collectif, ils ont des joueurs qui sont capables de te mettre le feu. Les Leverkusen, j'ai plus l'impression, même si, comme tu le disais, ils ont des joueurs aussi très très forts. Mais j'ai l'impression que c'est plus, et c'est très beau, c'est peut-être même plus beau que quand tu as une somme d'individualité, mais ils ont un collectif super bien rodé. Est-ce que je préfère affronter un collectif hyper bien rodé avec la possibilité que ce collectif ce soir-là, parce que c'est la finale, parce qu'ils sont dans l'émotion, ça soit un peu moins rodé que d'habitude, ou contre des Lukaku que c'est des déménageurs et qui peuvent t'enfoncer à eux tout seuls, quoi, tu vois. C'est comme quand on avait Didier Drogba, quoi. Je sais pas, franchement, je sais pas. Moi, je raisonne en termes de rythme. Bon, après, là, on est sur un débat Ouais, complètement incroyable. Mais parallèle. je veux Mais dire, ouais. on se le pose tous et c'est aussi le plaisir. Mm. Le football, c'est du rêve. Et là, on a le droit de rêver parce qu'on est encore en course dans cette compétition.
Donc voilà, on a envie de se projeter, on se projette. Ça ne veut pas dire qu'on manque de respect à l'Atalanta ou quoi que ce soit. Mais effectivement, voilà, pour poursuivre, moi je me dis que le rythme que met dans un match Leverkusen peut nous noyer. Mm. Là où l'AS Roma a quand même des joueurs, tu vois, au milieu, c'est du Paredes, c'est des mecs un peu comme ça, à la Pellegrini, Cristante. C'est des mecs un peu lents et Mm. qui, au final, peut nous permettre quand même à nous, tu vois, sur De certaines faire quelques séquences, de nous laisser différences. dans la salle. C'est-à-dire que quand je vois chez eux, quand même, Stéphane El Shaarawy, Mm. le C'est petit vrai. pharaon. Le Non, petit mais je pharaon. me dis, c'est pour le coup. Alors, il n'est pas mauvais et chez eux, il a une belle renaissance. Mais ce mec-là, c'est typiquement un mec que si tu le recrutes chez toi, c'est Joaquin Correa 2. Mm. En moi, Non, oui. mais tu vois, Non, dans le mais je vois sens où il va bien sûr, arriver, il va être là. un petit peu en dilettante. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. c'est fou, quoi. Donc, bon, à voir. À voir. À voir. En tout Déjà, cas, il faudra passer l'Atalanta, il évidemment. va falloir passer à Atalanta, il va falloir récupérer aussi pas mal de joueurs. Ça va être l'objet Mm. de notre partie 2 de cette émission. La partie 2, ça sera l'OM peut-il se satisfaire non, c'est pas du tout ça. L'OM peut-il continuer à bricoler? Voilà un petit peu le débat là, de cette deuxième partie. Et on va voir tout de suite la liste de nos blessés là, Mm. actuels et peut-être leur retour là, d'ici la fin de saison, d'ici quelques matchs. Maïté, évidemment, Nadir, fin de saison, ça c'est catégorique. Rongier, fin de saison avec un point d'interrogation. On n'a pas trop d'infos encore là-dessus. Merlin, retour Ouais, pour ouais, juste par rapport à Rongier, vu qu'on en avait parlé la dernière fois, Oui. c'est vrai, sur les relances, et je m'en excuse parce que le domaine médical, je suis pas. Voilà, donc j'avais mon petit truc, et puis tu m'as relancé, donc j'ai voulu te préciser un truc, et je laissais sous-entendre peut-être une réopération, un truc comme ça. C'est pas d'actualité à ce niveau-là. Pour autant, tout ce que je t'ai dit sur en début de réponse, voilà, ça a lieu, c'est-à-dire que. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, ça a lieu. Tu le constates par toi-même. Rongier s'est blessé. Il y a un chirurgien qui t'a dit début février, allez, mars, il est là. Mm. Bon, on est fin avril, on l'a toujours pas vu. Donc, ça se passe pas. Ce que je veux dire, c'est que ça se passe pas comme ça pour tous les joueurs. Enfin, tu vois, il n'y a pas une opération type. C'est pas un garage. T'as pas un truc. Ah ben tiens, là, il faut faire ça, il faut faire ça. Oui, bien sûr. Chaque cas est différent. Mm. Donc, pour Rongier, ça réagit différemment. Et effectivement, sans dire, il va devoir il y a une réopération ainsi, un là. C'est très compliqué de l'imaginer. Enfin, c'est pas raisonnable de se dire bon, prochain match, il est là. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a mis fin de saison point d'interrogation. Bien Il y sûr. a encore l'interrogation qui plane autour de ce joueur-là. Merlin, retour peut-être espéré pour la demi-finale. Allez, pour Lens et Lille, ça sera trop court. Je pense Merlin, c'est demi-finale retour. Ok. Mais voilà. Justement, c'est très bien parce c'est bien de faire le point là. Dans notre chat, ils veulent savoir aussi. Sarr, Mbemba et Klose. Alors ça, c'est intéressant parce que quand est-ce qu'ils vont revenir? Parce que Sarr et Klose aussi, on parle de leur retour depuis un petit moment. Est-ce qu'ils seront dans le groupe là, tu penses, contre Nice déjà? Je pense que l'objectif, c'est vraiment. Mais les trois, hein. L'objectif, c'est vraiment l'Atalanta. Et après, du coup, il y a une logique qui s'engage, qui est pour les avoir avec le plus de dispositions possible contre l'Atalanta, vu que c'est des cas différents, des blessures totalement différentes. Il y en a, est-ce qu'il vaut mieux leur donner du temps de jeu à J-7, donc le match contre Nice, tu les fais reposer contre Lens, et tu vois, de manière Comme à ça, leur ce donner qu'ils du rythme un régénèrent, petit voilà. peu. Est-ce qu'il y en a, il faut les lancer le plus tard possible contre Lens? Est-ce qu'il y en a, il faut les garder totalement jusqu'à l'Atalanta? Tu vois, chaque cas est différent. Si tu vois, il n'y a pas une formule, il n'y a pas un livre où tu as juste un truc à appliquer. On n'est Ouais, bien pas, sûr. pas dans Football Manager. Et même dans Football Manager, j'ai envie de te dire, ils ont fait en sorte que ça soit, il y a des algorithmes qui font que c'est très très compliqué d'avoir une bonne gestion là-dessus. Donc voilà, il n'y a pas de solution. Mais par rapport au titre de ta question, par rapport à ces blessés, par rapport au titre de ta partie, j'ai envie de te dire, en fait, soit tu gères. En fait, j'essaie de comprendre. Soit on fait de la gestion, soit on se dit, on s'en fout, on met les 11 meilleurs, ça passe ou ça casse contre Nice, grosso modo. Ouais. Soit on dit, on met Daou, Kélian Abdallah et Gaël Lafont, et puis on repose tout le monde. En gros, c'est ça. Il y a trois scénarios. Au risque de perdre littéralement le championnat, quoi. C'est Voilà. à peu près ça. C'est grosso modo les trois seules options qu'on ait. Ouais. Donc, Tu en penses quoi, toi, Seb? Toi, Seb, t'en penses quoi? Ouais, c'est compliqué parce que comme Benassia l'a dit dans une interview chez nos confrères de RMC,
le championnat, c'est le pain quotidien. Et comme on est dans une Ligue 1 qui a amoindri cette année en termes de résultats, j'entends, il y a personne qui s'est vraiment détaché pour la 5e place, j'entends, parce que la 4e, elle est morte depuis longtemps, voire la 6e. Et c'est vrai qu'on le voit cette année avec notre parcours en Europa League. Accrocher la 5 ou la 6e place, ça serait quand même bien, ne serait-ce que pour convaincre certains joueurs de venir à l'OM la saison prochaine et de faire un parcours européen avec nous. Donc on peut pas envoyer en cul le championnat. Donc je trouve que ce qu'a fait Gasset contre Toulouse est extrêmement intelligent. C'est-à-dire qu'il a aligné Verretou et Aubameyang d'entrée de match pour les faire sortir ensuite et pour pas les cramer. Je pense que contre Nice, on peut aussi mettre ce qu'on qualifie de titulaires et que par contre, il faudra peut-être faire une rotation contre Lens pour préparer au mieux le match de l'Atalanta. Ouais, parce que, mais là justement, c'était ça la question. Est-ce que faut tout miser un petit peu sur l'Atalanta et peut-être faire souffler beaucoup de joueurs pour ces matchs-là contre Nice et contre Lens, au risque justement de perdre ces places-là. Toi, tu penses encore Canuti qu'il y a un coup à jouer là dans cette Ligue 1 encore pour les 6 5e places? Oui, 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 ne me dis pas que le but de Mumbagna, là, que ce ciseau, il a servi à rien. Non, il faut le respecter. Et de toute façon, voilà, c'est l'Olympique de Marseille. Même si on comprendrait, s'il y a une communication, si Jean-Louis Gasset se présente en conf de presse, je crois que ça sera demain. S'il se présente, je sais que c'est demain, c'est une formule, Slim. J'avais S'il se compris. présente pour dire les amis contre Nice, parce que je veux mon équipe à fond et que avec mon préparateur physique, on a décidé que un tel joue pas, donc ils préviennent à l'avance les gens qui vont au stade, voilà, parce qu'il s'agit aussi de les respecter. Après, libre à chacun de. Moi, ça serait un discours que j'applaudirais. Je dirais, Et ça a le t'entends? mérite de la franchise. On en reparle à la fin. On a trop connu à l'Olympique de Marseille des situations comme celle-ci où on joue tout et à la fin, on perd sur tous les tableaux. Que si une fois, on a quelqu'un qui nous dit bah, je calcule, je pense qu'on va faire comme ça, je respecterai aussi ce choix. Pour autant, moi, je suis sur la même ligne que Seb. Le match de Toulouse m'a rassuré aussi dans cette capacité de Gasset à gérer. D'ailleurs, j'ai eu 2-3 petits échos d'après-match, notamment concernant la gestion en attaque. On s'est beaucoup posé de questions sur pourquoi Mumbagna joue pas. Idriss nous avait dit il n'était pas à 100%, il a fait de la récup. Il s'avère qu'il a fait de la récup comme d'autres joueurs ont fait de la récup parce que après le match de jeudi de Benfica, on était dans une gestion. Ce qui s'est passé là, ça a été plus de se dire on va démarrer le match avec Aubameyang. On sait qu'Aubameyang va faire que 60 minutes. Donc, on se garde Mumbagna pour après parce que c'est pas tout de commencer un match. On se disait pourquoi il n'est pas titulaire Ouais, parce que bien c'est sûr. pas tout de commencer un match avec Aubameyang et Mumbagna pour le finir le moment où tu n'as plus Aubameyang avec un Mumbagna qui a 1 heure de jeu dans les pattes et tu fais rentrer Joaquin Correa. Fallait entre guillemets équilibrer. Gasset a pensé un match sur 90 minutes. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire sur cette gestion-là de match, je pense que contre Nice, on sera aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des mecs à qui Gasset va peut-être dire à l'avance toi, tu fais 60 minutes, toi, tu fais 60 minutes. Et honnêtement, ça me va. Est-ce que justement, bah là c'est marrant parce que tu parlais de Correa et de Mumbagna. Est-ce que justement sur ce match-là, il y a des joueurs peut-être que ça y est, vous voulez plus voir jouer jusqu'à la fin de la saison? Bon, c'est un peu tout donné, mais On dirait Benoît, tu sais, quand il dit mais qu'est-ce que vous avez pensé Du du match match de tel d'Aminarit. joueur alors que le mec vient de coûter 2 buts ou un truc comme ça. Tout ça pour que tout le monde se déchaîne. Bah là, c'est un peu pareil. non, mais parce que je me doute qu'il va y Là, avoir tu veux Correa. parler de Correa. Non, mais Tu veux je me tu veux doute. qu'on le grille. Je me doute que Grillons-le. tu vas parler de Correa, mais est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui vous ont sûrement peut-être déçus sur cette partie-là? Pas de Moi, manière. Ouais. Vas-y, Seb. Seb. je rends l'antenne puisque je vois que Max et notre ami Najat sont arrivés en plateau, donc je vous embrasse à tous. Moi, ça C'est m'a pas fait le cas, alors mais- c'est pas le cas. Mais Ah, bon, c'est pas grave. ben, il y a déjà Max, donc je lui laisse volontiers la place. Ah, il n'y a C'est pas Loïc. Max, pardon. Non, C'est c'est Loïc, c'est d'accord. Loïc qui est arrivé pour dépanner C'est ça, en exactement. urgence. En Ah. urgence. En courant aussi. Euh, Et en Lui aussi, courant. ouais. Je pensais. Bravo. Bon, moi, c'était pour dire que c'est, comment dirais-je, c'est Paul Lopez qui m'a convaincu qu'il fallait absolument un autre gardien. Autant quand on avait fait les grilles
L'année dernière, j'avais dit, je pense qu'on peut repartir encore une saison, que c'est pas la priorité. Maintenant, c'est devenu ma priorité absolue. Il faut un gardien qui nous rapporte des points. Et je pensais qu'il avait un niveau moyen beaucoup plus important que ce qu'il ne l'a en réalité. Et même s'il a fait un super match, il faut le reconnaître pour nous qualifier Contre Benfica. en Coupe d'Europe contre Benfica. C'est pas possible de voir un gardien qui sort comme il est sorti. Les erreurs, ça existe. J'ai déjà vu Steve Mandanda faire des boulettes, j'ai déjà vu Barthez faire des boulettes, j'ai vu tous les goals du monde. Mais lui, en fait, il donne tellement pas un sentiment d'assurance que l'année prochaine, c'est vital. Voilà, c'est vital. Je parle même pas de Correa parce que Correa, je pense que c'est enfoncer des portes ouvertes. Il est nul. Donc, enfin, il est nul. Le joueur intrinsèquement n'est pas nul, c'est comme d'autres. Mais à Marseille, en tout cas, il est nul, c'est sûr. Ouais, Lui, ça fait un moment. ouais, je pense que là, par contre, c'est pas raison de dire qu'il est nul, c'est enfoncer des portes ouvertes. Par contre, concernant Correa, moi, je pense là, j'enfonce une nouvelle porte. Elle était peut-être pas totalement ouverte, mais c'est de dire, je veux plus, en fait, qu'il joue. Avec ce que j'ai vu à Toulouse, en termes d'implication. Ouais, c'est parce que c'est au-delà du niveau, là. C'est au niveau du comportement du joueur qui a l'impression de pas se donner à 100% comme des joueurs. Alors, je dis pas qu'ils se mettent au niveau de Verretou ou d'Aubameyang, qui sont des joueurs installés dans l'effectif, qui sont des cadres aujourd'hui. Mais c'est déjà un joueur qui joue pas souvent, mais le peu qu'on le voit, ça donne pas du tout envie de lui donner sa chance. Et au-delà de l'aspect technique, comme tu le disais, c'est l'implication qui laisse à désirer, quoi. Donc ouais, je veux plus et je me dis que normalement, bon là sur ce match, il y avait par exemple un Amin Harit suspendu, mais je me dis normalement, il y a la possibilité de faire appel à d'autres joueurs, voilà. Même Keylan Abdallah m'intéresse plus Tu redemandes à revoir ce petit que jeune. Joaquin Correa tous les jours. Donc ça, c'est pour moi important. Juste sur Paul Lopez et ce poste de gardien, vu que Seb l'évoquait, jeudi, pour OM Benfica, j'ai croisé l'agent de Brice Samba qui était au Stade Vélodrome. Et je t'avoue que j'étais à deux doigts de lui dire s'il te plaît, fais quelque chose. Alors après, je dis ça, voilà, qu'on ne s'enflamme pas non plus. C'est aussi l'agent de Geoffrey Kondogbia et Amin Harit. Donc, il n'était pas au Stade Vélodrome pour vendre Brice Samba. Et de toute façon, écoute, il a un rôle de serviette au Stade Vélodrome depuis 10 ans. Donc, s'il peut nous envoyer Brice Samba et récupérer Amin Harit, moi je suis grandement preneur. Et comme ça préservera les oiseaux. Et derrière, si tu peux croiser l'agent d'Unai aussi pour lui dire que ça serait bien qu'il lui trouve un club, parce que techniquement c'est pas mal. Contre Toulouse, ça a été un de ses moins mauvais matchs, je suis bien d'accord. Mais qu'est-ce que c'est léger physiquement, c'est trop. Le mec, tu lui souffles dessus, c'est la maison de paille des trois petits cochons, quoi. Tu veux dire, à peine tu souffles, il y a une petite brise, un petit courant d'air, et il est par terre, quoi. C'est trop. Moi, j'ai envie d'avoir des impact players au milieu, des mecs comme Verretou, qui sont des gaillards, qui tiennent debout, parce que Verretou et Unai, techniquement, je pense que Jordan, il a pas grand-chose à envier à Unai, mais au moins, ça tient debout, quoi, parce qu'Unai, c'est pas possible. Alors, on a eu des contre-exemples avec Lionel Messi qui faisait 1m02 les bras levés, mais qui techniquement était tellement fort, ou Mathieu Valbuena pour parler d'anciens Olympiens, qui n'avait pas forcément de physique, mais qui était tellement au-dessus techniquement. Mais là, c'est même pas le cas, quoi. Unai, techniquement, c'est correct, mais après, physiquement, c'est trop dur. Donc, et Amin Harit pour développer, c'est toujours ce genre de joueur où on espère, on est tout le temps c'est l'éternel espoir. Ouais, mais la saison prochaine, ça va être la sienne. Ouais, mais la saison prochaine, ça va être la sienne. Ouais, mais il a des qualités. Ouais, mais si, ouais, mais là. Ouais, mais en fait, regardez ses stats depuis qu'il est à l'OM, quoi. S'il a une passe D, un but, c'est le bout du monde. Et je suis caricatural aussi, bien évidemment. Mais je veux dire, j'aimerais avoir des joueurs qui sont beaucoup plus performants en termes de stats, qui ont beaucoup plus de passes D, qui ont beaucoup plus de buts et qui peuvent permettre à l'OM de franchir un palier. Parce que si on me dit Amine l'année prochaine, il est dans la rotation, c'est-à-dire qu'il commence les matchs sur le banc et à un quart d'heure de la fin, tu le fais rentrer pour débloquer une situation. Mais même moi, je me prends à mon propre piège. C'est-à-dire, tu vois, je te dis, s'il rentre à un quart d'heure, peut-être que, mais en fait, il débloque jamais rien. Donc, pour moi,
c'est illusoire, à moins que d'un coup. Et NJ, c'est pareil. Hein. NJ, on se dit, il va débloquer, il va y arriver, il va y arriver. Et il va y arriver quand? Ouais, mais après, est-ce qu'il ne faut pas On laisser n'est pas aussi sur du un temps? Seb super optimiste. Non, non, Voilà. non, mais c'est intéressant parce que le débat sur NDA, il y en a beaucoup qui voulaient le mener aussi, et puis on va le mener. Et puis, mais je vais quand même vous demander votre avis, vous, sur Amin Harit, qui a pas trop de stats, c'est vrai, en Ligue 1, mais qui est l'un des meilleurs passeurs quand même Europa League. d'Europa League. Donc, mine de Non, rien, pour moi, Harit, c'est pas un joueur que je veux faire partir de l'effectif. Euh, pour autant, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que dans un OM normal, c'est la fameuse phrase, il serait pas titulaire, il serait le 12e, 13e, 14e homme. Et à ce moment-là, il serait intéressant parce que tu as, par exemple, un meneur de jeu type dans ta formation, peu importe le schéma ou quoi que ce soit, et tu as un Amin Harit. Le problème d'Amin Harit, là, limite, c'est que comme il est le seul de l'effectif à avoir une capacité à récupérer le ballon et à amorcer des actions, balle au pied, Hmm. on le met à tous les matchs, tout le temps. Et c'est ça. Et c'est C'est ça ça qui le est, et problème. c'est Et ça qui surtout, est pas, et- pas, et pas surtout top. quand il est absent, on le ressent. Bon, hier, on avait un effectif un peu réduit, mais en termes de créativité, je parle, comme disait Mm. Seb, c'est vrai qu'en termes de stats, c'est encore très très insuffisant pour un joueur de sa qualité. Mais quand il est absent, on sent que l'équipe a beaucoup de mal à se créer des occasions. Ça a été le cas hier en première mi-temps où on a eu quelques situations, mais ça reste encore assez léger face à une équipe de Toulouse. Je pense qu'il nous a pas impressionné tellement, Non, en pas plus du qu'il n'y tout. avait pas de match dans la semaine, donc qui était physiquement plus en forme que nous. Et on a eu du mal à se créer des situations sans Amin Harit. Donc Amin Harit, moi, Loïc, combien tu as marqué de buts? 2. Ah, d'accord. Oui, mais normalement, face à une équipe comme Toulouse, tu dois te créer plus d'occasions. Face à une défense comme celle-ci, tu dois marquer plus de buts, je pense. Mais les occasions, quand on les a avec Amin Harit, je veux dire, tu as bien vu que quand on regarde City contre le Real, la passe en retrait où Kevin De Bruyne il tire, il a tué lui aussi un oiseau à City. Eh ben, résultat des courses, son équipe est éliminée. Je veux dire, à un moment donné, et loin de moi de dire que Kevin De Bruyne n'est pas un bon joueur, mais je veux dire, il y a des moments dans la vie où il faut savoir être décisif. Voilà. Et Amin Harit, s'il était décisif un match sur deux, un match sur trois, avec son potentiel technique et son abnégation, je te dirais oui, effectivement, c'est un bon joueur, parce que franchement, des Vinicius, ils en manquent des buts, des Haaland, ils en manquent des buts. Donc tout le monde manque des buts. C'est pas que Harit ou c'est pas que Aubameyang, tout le monde manque des buts. Mais lui, c'est qu'il en marque jamais. Donc quand tu me dis il manquait pour l'animation offensive, d'accord, mais tu as quand même marqué 2 buts sans lui. Et quand il est là, au final, je veux dire, c'est pas lui qui te fait cette passe qui casse les lignes et Aubameyang, il en fait une de temps en temps. Mais enfin, c'est rarissime. Et Ndiaye, c'est pareil, parce qu'on a passé Ndiaye sous silence. Mais c'est pareil, quoi. Depuis le début de l'année, on se dit, il va y arriver, il est jeune, il faut lui laisser le temps. Ouais, mais la saison, elle est finie. Donc, moi, Ouais, j'ai cru que contre Villarreal, ça y est, c'était l'éclosion de Ndiaye, parce qu'il avait fait un très, très bon match. Et je me suis dit, ça y est, il a passé un cap dans sa tête et ça va être un tueur. Et puis il est retombé dans ses travers, quoi. Donc c'est difficile. En fait, cette année, encore une fois, d'être en demi-finale avec notre effectif, c'est un tour de magie. Parce que très sincèrement, notre place, elle se situe 5, 6, 7e de ce championnat, quoi. C'est pour vous dire la faiblesse de l'effectif. non, Tiens, mais Ndiaye, pour moi, il en est. Tu vois, des fois, tu as des joueurs, leur première saison, elle est manquée dans un club, mais tu sais, ils sont blessés, ils ont un truc, tu les vois pas trop. Ndiaye, il a vraiment joué il a beaucoup joué, NDA, quasiment honnêtement. tout le temps, quoi. C'est l'un C'est des ça joueurs qui qui a le plus est. joué. C'est ça qui est fou en fait, c'est de se dire qu'on lui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de jeu. Et là aussi, ça tient aussi de notre effectif. Il fait qu'à un moment donné, on n'a pas eu d'autre choix parce que le foot se pratique toujours à 11, donc il fallait cocher 11 noms. Mais ouais, voilà, c'est compliqué d'être dans cette posture-là et de se dire on a des joueurs voilà, à qui on donne des chances et qui ne les saisissent pas. Mais c'est vrai que c'est assez juste ce que dit Jussirat, qui dit, vous disiez aussi la même chose de Balerdi, par exemple. Ouais, ouais, je voulais justement évoquer, moi aussi, j'ai vu passer le message. La différence, c'est que Balerdi, et Max était le premier à le dire, Romain Canuti aussi d'ailleurs, Et moi, c'est Max. il faisait toujours des très belles prestations,
mais il y avait toujours cette boulette qui venait entacher la prestation globale. Et au final, Balerdi, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait toujours d'excellentes prestations et il est arrivé à gommer ses petites erreurs, ses petites imperfections, ses petites boulettes. Alors des fois, c'est de la chance aussi, c'est-à-dire qu'il fait la petite boulette, mais l'attaquant derrière va tirer à côté, donc on lui en veut pas trop, voilà, parce qu'il y a un facteur réussite aussi. Mais le potentiel était là. Après, ils nous sortaient tous des yeux et on va pas se dédire parce que Ouais, la voilà. boulette qui fait mal régulièrement, c'était pénible. Mais il a réussi à gommer ça. Là, Harit, Unai, Ndiaye, enfin tous les joueurs qu'on a déjà cités, c'est pas juste de Non, mais gommer des petites boulettes dont on co- parle. comment il C'est, c'est, s'appelle c'est... comment il s'appelle l'internaute là qui a posé cette question, le viewer J'ai perdu sur NDI. ouais, sur Ouais, elle NJ. remonte à pas mal, Juste, hein, parce que ça Balerdi, débat beaucoup. il est arrivé en 2020. Il est monstrueux en 2024. NJ est arrivé en 2023. Vous me suivez? Est-ce qu'on doit attendre jusqu'en 2027? Non, mais après, c'est pas parce que Balerdi a mis 3 ou 4 ans Non, mais à, parce qu'on à nous éclore cite que Balerdi. NDI. Et ouais, vous aviez critiqué Balerdi, et maintenant Balerdi c'est un monstre. Balerdi c'est Non, un mais monstre. dans le sens où c'est un bon exemple. On attend parce que... 2027 pour NJ? Mais non, mais je te dis, c'est C'est pas, tout. c'est pas parce que Balerdi il a mis 3 ou 4 ans à trouver ses marques à l'OM que NDI ça va être pareil. Mais peut-être pourquoi le condamner au bout d'une saison? On condamne pas. Si, là vous êtes en train de le condamner. Non, Et non, même non. beaucoup Non, c'est hier pas- sur le plateau, c'est- on le c'est- condamnait, dans le c'est- chat aussi. Non, mais c'est-à-dire que dans l'absolu, donner des chances à des joueurs, nous, humainement, ben, je veux dire, moi, NJ, j'ai envie qu'ils réussissent. Oui, Et mais tout, bien tu sûr, vois, pour j'ai le bien envie de de l'OM passer. aussi. Mais à un moment donné, c'est comme tout. Moi, j'ai envie de parler avec tout le monde, j'ai envie d'échanger avec tout le monde et compagnie, mais à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée. Voilà. Donc, à un moment donné, dans ta vie, tu fais des choix. Ben, là, c'est pareil. Sur le terrain, il y a 11 places. Donc, moi, j'ai envie d'un Ndiaye. J'ai envie qu'on lui redonne sa chance. J'ai envie de me dire, venez, on soit pas... C'est pour le plaisir de dégager des gens. C'est pour le plaisir de dégager des gens que Sabi dit, ouais, lui, j'aimerais plus à l'OM ou pas. Mais pas du tout. Non, mais Mais c'est c'est juste peut-être qu'à un des moment fois aussi donné, être patient Tu veux que ton équipe gagne. et pas avoir des avis arrêtés Et sur les un gens joueur qui au te bout disent, de et 9 les mois. gens, et les gens qui te disent, ouais, mais après vous avez oublié Balerdi, vous l'avez critiqué, après il est bon. Ils oublient que nous on a vécu un truc qui s'appelle Ronald Zubar, où tu t'es dit, il y a un truc. Deuxième saison, il y a un truc. Troisième saison, il y a un truc. Et au bout d'un moment, tu te dis, on a raté combien de titres, combien de coupes de finales de Coupe de France pour ce mec dont il y a un truc. Donc à un moment donné, tu as dit, Ronald, merci, ciao. Tu as recruté Souleymane Diawara et tu sais quoi? Tu as été champion et tu as gagné une Coupe de la Ligue. Oui, Donc mais à un moment après, donné, chaque trajectoire est différente. Là, à un tu me moment parles de- donné, c'est pour ça que je dis, pourquoi pas redonner une chance à Ndiaye, mais à un moment, c'est pas le plaisir de dégager Ndiaye, c'est si le mercato prochain, on a l'opportunité de recruter un élément plus fiable. Est-ce que pour l'équipe au global, c'est pas plus intéressant? Parce que la finalité, elle est collective. La finalité, c'est Mais- l'Olympique mais- de Marseille. Bien sûr. Mais de toute façon, Romain, et je finis par ça dans mon intervention, et puisque Max est arrivé et que j'embrasse, c'est de dire, Max en début d'année me dit, quand on tournait pas bien, il me dit alors tu es content, tu voulais plus Tudor, il te gonflait, c'était dans le sens où il était trop autoritaire, la fin de saison elle s'est pas bien finie, j'avais toujours en travers de la gorge Annecy, etc. Évidemment que quand tu vois par après arriver Marcelino, que c'est une chèvre, et que derrière tu as Gattuso qui s'en sort pas et que ça se termine par gasser, ouais, je préférais avoir qu'on ait gardé Tudor après coup. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que en vérité, on peut que parler sur des comparaisons. Si l'année prochaine il part Harit, il part Unai, et que tu prends deux super joueurs ou deux joueurs qui font une belle saison, je te dirais alors ça change pas. Maintenant, si tu prends deux bras cassés encore moins forts que eux, ça sera difficile de dire putain on n'a plus Harit et on n'a plus Unai. Donc c'est toujours par qui tu remplaces. C'est pas simplement qui tu veux voir partir. Là on dit ouais pour Lopez, moi je dis il est nul, il faut l'enlever. Tu mets Brice Samba à la place, je te dis tous les jours je prends. Maintenant, si tu vas me chercher un portier dont ne sais où et que le mec il est encore plus nul, qui nous fait une boulette à chaque match, je vais te dire il est où pour Lopez? Parce qu'au final, il faisait pas une boulette à chaque match, il faisait une boulette tous les 10 matchs. Donc c'est toujours au regard de qui va venir. Donc moi, c'est des joueurs que je voudrais voir partir, à condition bien évidemment que l'effectif soit bonifié et pas encore affaibli. Les amis, je vous embrasse à tous. Je vois que le plateau est complet. Je vous laisse faire Ouais.
la fin de l'émission. Ciao, ciao. Merci Seb, à bientôt. Tiens, Max, tu nous as rejoint en plus en plein sur le débat d'NDI. Toi, par rapport à ce que dit Romain, tu te positionnes où à peu près sur Illiman NDI? Bah, la difficulté déjà, c'est par rapport au poste. Là, vous évoquiez pas mal Balerdi, Zubar, qui étaient des centraux. Les centraux, c'est vrai que quand ils font des boulettes, ça se voit et ça coûte des buts, ça coûte des points et c'est important. Moi, sur Ndiaye, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je trouve que ce joueur a une technique au-dessus de la moyenne. Après, il va falloir voir au niveau du mental. Voilà, au niveau du mental, pour l'instant, il ne me rassure pas. Voilà, parce qu'à partir du moment où en début de saison, il n'était pas trop dedans et qu'après, il a eu son bon moment, je pensais logiquement qu'il allait surfer sur la vague. Et à partir du moment où il replonge, et je le vois même sur certains matchs, tu vois les 3-4 premières, le ballon qui touche, ça peut être pas mal. D'un coup, il manque de contrôle, il fait une mauvaise passe Et ça y est, et il plonge. Donc du coup, je pense qu'il va falloir que mentalement il travaille. Après, ce qui m'intéresserait, c'est que des joueurs comme Ndiaye, qui sont des jeunes joueurs encore, on puisse aussi des fois les garder un peu au chaud et pas forcément les mettre en pleine lumière comme d'autres clubs a su le faire. C'est un peu le cas de Moumbagna aujourd'hui, regarde. Parce que Moumbagna, il n'est pas vieux non plus. Il arrive, il est dans l'ombre d'Aubameyang, il est dans l'ombre des autres attaquants. Il va peut-être faire son trou ou pas. Et peut-être que dans 1 ou 2 ans, ça sera notre numéro 1 en attaque et qu'il aura progressé techniquement, qu'il aura bien évolué. Et ça serait ça qu'il faudrait réussir à faire, je pense. Mais c'est triste à dire, mais on va revenir encore sur le prix du transfert. C'est difficile de garder un joueur au chaud qui a payé 18 millions, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est difficile de se dire on va le mettre sur le banc. Les supporters, je pense qu'il y aura beaucoup d'incompréhension dans le sens où c'est un transfert qui, pour l'Olympique de Marseille, est un transfert assez coûteux. Je pense qu'on ne met pas 20 millions d'euros sur n'importe quel joueur. Et on est obligé aussi de le faire jouer. Mais comme tu dis, pour un offensif, je trouve que ça se voit encore plus le manque de confiance, que ce soit dans ses prises ses prises de balles. Pardon. Au niveau des stats aussi, c'est assez faible cette saison. C'est seulement 4 buts ou... Si je dis pas de bêtises. À peine, je crois. Le souci, c'est moins que Ismaïla Assar en plus. Et quand tu dis, et tu le dis à juste titre, le problème c'est le prix de son transfert. Y a pas, on n'est pas amoureux de la comptabilité et on n'est pas là à regarder les chiffres et à dire est-ce que ça rentre dans le compte 512 ou quoi que ce soit quand on est en tribune. Pourquoi on dit ça? Pourquoi Loïc raisonne comme ça? Parce qu'en fait, si tu te dis, c'est pas l'amour de ces 18 millions, c'est pas les nôtres, on ne sait même pas. Et si ça se trouve, je vais te dire, c'est pas 18, mais c'est 15 ou machin. Tu as les relevés bancaires et tout. Non. La différence, c'est que tu te dis, cet argent-là, on aurait pu l'investir différemment, on aurait pu investir sur d'autres joueurs, et à ce moment-là, avoir une équipe plus performante. C'est toujours la même finalité. Donc tu te dis, bon, mais ça, là, tu regardes le passé. Moi, je regarde l'avenir. L'avenir, c'est de se dire, maintenant qu'on l'a acheté, on les a investis, ces sous-là, soit Longoria arrive à faire encore un tour de magie, comme il l'a fait récemment au dernier mercato, et il récupère ses billes. Auquel cas, on fait check, on est tous d'accord. Soit si c'est pour faire une moins-value, moi, je préfère, à la limite, maintenant que tu les as dépensés, ces sous, te dire, je le garde, quitte à ce qu'il ne soit pas forcément mon titulaire de l'année prochaine, mais qu'il soit dans l'effectif, et que petit à petit, ils reprennent confiance, que tu bonifies ça, et qui sait si, comme là aujourd'hui, on évoque les prix de Balerdi, on n'est plus sur les 11 millions qu'on a mis pour Balerdi. Donc du coup, dans quelques années, peut-être que tu pourras... Après, il faut être patient. Voilà, il faut être patient et il faut savoir... surfer. Pas faire de Ronald Zubar, du coup, si on a bien compris le parallèle de Romain. On va profiter que tu sois là, en plus, Romain, de Max. On va passer à la troisième partie et l'avant-match olympique de Marseille au GC Nice, qui nous attend mercredi. Olympique de Marseille au GC Nice, c'est le match en retard de la 29e journée qui se disputera du coup mercredi à 20h45. Non, 21h même, 21h. Et l'arbitre a été désigné, c'est Jérémy Pignard, l'arbitre qui nous avait arbitré contre Montpellier lors de la victoire. On va avoir la petite dépêche sur le Phocéen avec est-ce que cet arbitre nous réussit? Et non, il nous réussit plutôt bien. Alors, il n'avait pas sifflé le penalty contre Kolasinac contre Monaco l'année dernière. Il y avait eu aussi, c'était le Rennes-OM en coupe
cette année où il avait sifflé un penalty un petit peu discutable avec Ulysse Ulysse Garcia. Garcia. Mais contre Montpellier, il nous a réussi, victoire 4-1, donc pourquoi pas. Rapidement, avant de rentrer sur ce match-là, on avait un débat tactique avec Romain, les deux Romains hier, sur comment l'OM a joué hier contre Toulouse. Toi, tu as un petit peu une vision là-dessus? Tu peux pas arrêter un schéma. Sur ce match-là, tu peux pas, parce qu'on a vu, on a tous des yeux et on a tous vu qu'à des moments, on était à 5. Alors, on a débarré à 3. Bizarrement, je ne comprenais même pas comment Balerdi pouvait être seul avec une défense centrale où il n'y avait que 3 joueurs avec Murillo et Garcia de l'autre. Rapidement, Pape Gueye est venu s'insérer dans la défense et on était à 4. Mais à certains moments, tu avais aussi Enrique qui revenait en quelque sorte en piston. Donc, on avait ce système tout le temps un peu, alors pas forcément asymétrique dans ce cas-là, mais qui pouvait se changer soit avec défense à 4 et Enrique vraiment plus haut, soit Enrique qui venait se replier si on sentait qu'on était un peu acculé. Donc, vraiment, là, donner un système sur ce match-là, c'est pas trop possible, quoi. Juste, Vas-y. ce que nous fait Gasset, sans rentrer dans le... Si c'est un coach argentin, croate, qui fait ce qu'il fait, c'est-à-dire de faire des schémas avec des mecs qui ont des positions et tout, on t'en fait des sujets, un petit sujet télé bien senti, et oh là là, le nouveau génie du football et tout, qui réinvente des schémas avec des joueurs qui ont 2 positions par match et compagnie. Mais là, c'est Gasset, c'est tout franchouillard, c'est « Oh mon garçon, on va faire ça, oh bah mon méité, ouais, on travaille les ressorties, t'inquiète mon frérot, tu es latéral droit » alors qu'en fait, il est piston droit alors qu'en fait, il est latéral droit. Enfin, mais c'est des trucs qui passent pour du bricolage, mais au sens lait des chiens, Un peu tu vois, ce péjoratif, truc hein. avec le... Voilà, péjoratif, exactement. Parce que c'est Jean-Louis Gasset, j'ai l'impression, et qu'avec d'autres coachs, sans citer Bielsa, Sampaoli, tout ça, mais j'ai vu passer moi des coachs étrangers en Ligue 1, ne serait-ce que le coach de Toulouse, là, Martinez. César Novell, non, c'est ça Carles Martinez Novel, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Voilà. Il y a eu une petite hype en début de saison, mais vous allez voir, il a des préceptes de jeu, machin, tout ça. Ouais, Jean-Louis Gasset, il a des préceptes de jeu aussi. Tiens, ce Nice OM là, enfin ce OM Nice après ce match nul là contre Toulouse, quelle place il occupe là dans l'échelle de l'importance un peu à vos yeux? C'est un concurrent direct à l'Europe, donc je pense que c'est un match qu'il faudra encore gagner. C'est une énième chance cette saison qu'on a d'essayer de recoller aux premières places face à une équipe qui est beaucoup moins impressionnante que lorsqu'on l'a affronté en septembre dernier, si je ne me trompe pas, où la dynamique est bien différente. C'est même toi qui avait expliqué que forcément Nice allait chuter en cette deuxième partie de saison, et tu as bien raison. Donc en plus à domicile, où on sait que l'OM est performant cette saison, je pense que il y a un bon coup à jouer, et on verra aussi les joueurs qu'il y a à disposition. Mais je pense que ce match, faudra pas passer à côté, comme celui de Lens qui est prévu dimanche. Toi, tu crois encore, Max, parce que tu n'étais pas avec nous dans la première partie où on en a parlé un petit peu. Tu crois encore à cette Ligue 1 là? Tu crois que c'est encore possible, c'est encore jouable, la 5e, 6e place? Moi, je visais la 5e place, clairement. Encore? Ouais, clairement. Tu as 2 matchs à domicile à gagner. Si tu gagnes ces 2 matchs, tu te rapproches fortement de Nice. Et les 2 derniers matchs de Nice, c'est Nice-Paris et Lille-Nice. Donc sur ces 2 derniers matchs où toi, tu as un calendrier qui peut-être potentiellement, surtout qu'on sait très bien que dans les derniers matchs, s'il faut prendre des points, souvent, tu fais pas le même match qu'à Toulouse, peut-être, tu vois. Imaginons qu'on ait été sorti contre l'Atalanta. Du coup, il faudra mettre toutes nos billes sur le championnat. Moi, je pense que Nice-Paris et Lille-Nice, ils font pas 6 points, hein. Donc, si tu es revenu à leur cul et que tu as un meilleur goal average qu'eux, si toi tu fais le plein, tu les sautes. Et bon, Lens, je sais pas si vous avez vu le classement, mais voilà, On peut le revoir, hein, le classement. avec 2 victoires la d'affilée, régie. on saute Lens aussi. Donc, pour une année qu'on a le goal average avec nous et que ça risque de se jouer à ce détail-là après, il faut y croire. Après, évidemment, à la fin de semaine prochaine, si on a fait 2 nuls, je te dirais, bon, ben, voyons la Ligue Europa à fond, quoi. Au-delà de ça, le match contre Nice, au-delà de ces considérations classement, donc oui, effectivement, 6 victoires contre Nice, mercredi, victoire contre Lens. Dimanche, mathématiquement, tu passes devant Lyon, Rennes et Lens. Voilà, pour être 6e Et qui est très proche de Nice. du classement, et qui est très proche de Nice. Moi, ce qui m'intéresse grandement dans cette histoire, c'est de me dire aussi qu'il y a une dynamique, il y a un truc que tu crées.
tu as créé quelque chose peut-être avec ton public contre Benfica. Si tu le bonifies là avec une victoire qui ne peut être qu'une victoire au forceps parce que tu n'as pas tout ton effectif, machin, mais tu sais, un 1-0 un peu arraché et tout, ce serait génial. Moi, je rêve, je vous le dis, je rêve d'un 0-0, but de Faris Moumbagna à la 92e minute. Encore lui. En retournée aussi. Un truc. Non, mais tu sais, un truc un peu sur corner, une à tête au premier croisé. Voilà, là, je t'ai donné tous les Voilà. détails. Comme ça, si vraiment ça arrive. Si ça arrive, c'est exceptionnel. Mais ça serait, je pense, un moment de communion, voilà, à revivre à nouveau dans le stade. Et après, une fois que tu vis ça, ben là, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus rien. Dans la tête, les mecs sont portés sur les 2-3 semaines qui te restent et tu peux vivre quelque chose de super grand. Surtout après ce qu'on a vécu au Vélodrome contre Benfica, on a vu une vraie communion. Hier à Toulouse, il y a eu des images également où on pensait peut-être que les supporters s'énervaient. C'est visiblement pas le cas finalement. Il y a eu une discussion assez animée, mais c'était plutôt une discussion de soutien pour dire qu'ils allaient être derrière eux pour aller chercher quelque chose aussi en Coupe d'Europe. Donc c'était plutôt positif finalement cette discussion-là, même si on sait qu'on a vu le débat en plateau, on aime bien que chacun reste aussi à sa place. Là c'était plus pour encourager qu'autre chose. Mais on va rebasculer là sur le OM Nice, on va pouvoir regarder la compo de Nice probable et vous allez me dire si avec cet effectif-là, vous pensez qu'ils ont un meilleur 11 que le nôtre, sans évidemment, on ne sait pas encore les joueurs qu'on aura forcément à disposition. Alors, juste, c'est Kefren Thuram, hein, parce que c'est pas Thuramulien. Thuramulien, c'est le gardien. Là, c'est bien Kefren Thuram, l'international français. Dire, on y a rajouté un petit truc. Donc, il va falloir faire attention. Et tu le vois, Sanson, qui était blessé pendant quelques semaines, est revenu but direct. Donc c'est pas mal. Tu vois leur potentiel offensif qui reste à l'échelle d'un potentiel. Mohamed Ali Chaud, pour rappel, on le voulait bien à l'Olympique de Marseille. On n'a pas réussi à l'attirer. Jérémy Boga, voilà, Marseillais, on le rappelle. Je pense que c'est plus sur les latéraux qu'il y a quelque chose. Terem Moffi, on voulait et on l'a pas eu. Et effectivement, c'est les latéraux parce que Barre et Lotomba ont fait une superbe première partie de saison. Ils ont été vraiment excellents. Et là, ils retrouvent leur standard habituel. Juste petite précision, visiblement, il s'appelle aussi Kefren Thuram Ulien. Kefren. C'est pas le même. C'est pas la même. Mais bon, après, visiblement, c'est comme ça sur voilà, beaucoup Thuram Ulien, c'est le gardien qui est passé par 3, qui a choisi de porter les deux noms, et Kefren Thuram. Bon, en tout cas, c'était écrit comme ça aussi et l'international sur la Ligue. Et visiblement, il est sorti sur blessure aussi. Contre Lorient, donc c'est pas certain qu'il soit. Alors s'ils font jouer Johan Thuram, c'est peut-être bien pour nous. Là, Max, toi, t'as des joueurs qui te font peur un petit peu dans cette compo de Nice. Il y a des joueurs qui peuvent être qui sont des bons joueurs comme Boga, qui sont un peu aussi imprévisibles, qui peuvent faire des choses qui peuvent nous mettre en difficulté. Après, Moffi, c'est vrai qu'on le voulait. Au final, je n'ai pas les stats en tête, mais je crois qu'il Sa saison n'est pas exceptionnelle. Je crois qu'il a 6-7 buts en championnat. Ah ouais, si peu que ça. J'aurais dit, il a une dizaine de buts. C'est vrai que quand on compare avec notre fer de lance qui est Aubameyang, ça change tout. Même si à l'époque, c'était ou Moffi ou Vitinha. On ne parlait pas évidemment d'Aubameyang. Mais après voilà, c'est une bonne équipe. C'est vrai que par rapport à certaines équipes qu'on rencontre, où on a l'impression de connaître des gains, là, on voit que c'est tous des joueurs confirmés. Mais après, ils ont quand même bien plongé dans la deuxième partie de saison. Donc, on peut espérer que ça soit toujours le cas contre nous. Ce qui a changé, c'est qu'en début de saison, j'ai l'impression que chaque occasion de but qu'ils avaient, ils arrivaient à la transformer en but. Et en cette deuxième partie de saison, c'est un peu moins le cas. Et ils ont aussi moins cette assise défensive qu'ils avaient en début de saison, qui leur permettait de gagner souvent un match 1-0 grâce à, comme je le disais, une seule occasion de but. C'est un peu moins le cas sur cette deuxième partie de saison. Et comme on le disait avec Romain, je pense qu'il y a un coup à faire sur les latéraux, que ce soit Melvin Barr ou Lotomba, qui sont des bons joueurs de Ligue 1, mais qui, si je ne sais pas, après on verra quelle équipe on aura, mais qui sont largement prenables. Lotomba, il avait fait un gros match contre nous, je ne sais pas si vous vous souvenez, au Vélodrome la saison dernière. C'est des joueurs qui ne sont pas forcément terribles, mais qui arrivent à sublimer à chaque fois dans les matchs contre l'OM. Après, Dante, il a quel âge lui maintenant ? 40. Il les a, les 40 ?
Que je veux dire, nous, des fois, quand on a des joueurs qui ont 34, 35 Ouais, ans, on dit on dit il ça est y est, vieux, c'est bon, il faut changer. Lui, il a 40 ans et il est toujours là. Donc, peut-être qu'à un moment donné. Et on a quand même cette année un attaquant qui a 35, 35, ouais. 35 ans je même, crois, Aubameyang. Ouais. et qui fait tous les matchs. Oui, Et mais on avait entre Sanchez 35 aussi l'année dernière. et 40, il y a quand même une grosse Non, non, mais différence. ouais, là, bah, les 5 ans, années. ça- Entre attaquant et défenseur, c'est pour ça que la performance Ouais. d'Aubameyang est notable. Tiens, il y a Alex qui nous dit gros changement aussi pour Nice et qu'ils vont récupérer certainement Ndiaye Chimie, qui est un bon milieu de terrain. Ah, je pense que si C'est meilleur le que récupère Rosario. là, je pense qu'il sera Contre nous titulaire déjà face au ou non Rosario. Ou- Contre nous, il devrait le Ah ouais récupérer. Ouais. Donc, ce Ça, serait- c'est ça. Ouais, Ça, bon c'est- joueur. Je repense à Seb Volp. S'il y a un duel Asdi Nounahi, Ndiaye Chimier au milieu de terrain, ça peut faire du début de Rocky 4, quoi, pour ceux qui ont la ref. Bon, en tout cas, voilà, on a bien analysé cette équipe niçoise. Et maintenant, vous allez devoir me donner votre 11 aussi, parce que ça va être le coach, c'est nous. Alors le C, tu te mets à droite, tu le laisses dans l'axe, voilà. Et le coach chez nous, voilà, c'est ça les gars, le coach chez nous. Le coach, c'est nous. Bah là, le coach, ça va être vous surtout. Moi, j'y suis pour rien. Je vais juste être en haut du terrain là, à regarder un petit peu tout ça. Déjà, la compo de départ, tactiquement. La tactique, on part sur quoi 4 défenseurs, 5 défenseurs. Alors, j'ai presque envie de te dire qu'aujourd'hui, il faut d'abord regarder l'effectif, Mhm. se poser les questions de qui a de Qui a Ouais, dit parce dispo qu'en- des dispos, surtout et après- concernant Sarr et Klos, qui sont les deux joueurs qu'on attend le plus Ouais, de mais ils retour. seront C'est- pas on dans sait- le 11 de départ. Je pense pas. Après, je peux me tromper, mais je pense Ouais, que moi, si je tu pense- as des infos, je pense pas non Non, plus. je pense que ça va être juste. Ouais. Moi, je peut-être. partirais sur un 4-3-3. 4-3-3. Parce que là, Et derrière, Mbemba, c'est sûr qu'on ne compte pas dessus non plus. Mbemba, non, sera Voilà, certainement pas là. je pense Klaus pas. est espéré pour être dans le groupe contre Nice, mais ça me semble compliqué. Ouais. On part sur une Oui, défense non. à 4 pour l'instant. Bah, de toute façon, Paolo Lopez dans les Ouais. cages. Mhm. Ça, il n'y a pas de débat, on peut partir là-dessus. Paolo Lopez, gardien de l'Olympique de Marseille. À droite, du coup, à latéral droit. Moi, je mets Murillo. Murillo aussi. Ouais, pareil. Donc là, tout le monde est d'accord, ça va aller peut-être assez vite. En défense centrale, là, du coup, on récupère Samuel Gigot. Pas de Chancel Mbemba. Murillo Murillo arrière à droit. droite. Gigot Balardi dans l'axe. Ouais, Oui, mais on n'a pas Gigot tant de Balerdi. possibilités. Non, voilà, ouais. Non, mais on Si, bah pourrait, après, on parler de pourrait bricoler. vouloir économiser Balardi, par exemple, tu vois. C'est vrai. c'est pas faux. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Voilà, Non, moi je pense que c'est. Après, c'est selon ses sensations à lui, à la moindre alerte, mais bon, quand même. Non, pour moi, on peut pas s'en passer. Ouais. On parlait de bricoler tout à l'heure, justement, on aurait pu mettre un Kondogbia ou autre derrière. Garcia à gauche, j'imagine, ou de toute façon Soglo blessé. C'est vrai qu'on ne l'avait pas mis dans la liste des blessés, mais il est blessé aussi, entorse de la cheville. Merlin, toujours pas là. Je mettrais Luis Enrique, moi. Ok. J'ai bien aimé ce que ça a donné contre Benfica et j'ai pas du tout aimé le match de Garcia hier qui n'a rien apporté. Alors défensivement, je pense que Garcia est plus sûr que Luis Enrique. Mais j'ai bien aimé ce qu'il a apporté à ce poste, donc je mettrai Luis Enrique. Ok, vous êtes d'accord là-dessus, Luis Enrique, ou plutôt Garcia? On reste sur du... Max, il veut pas se mouiller là-dessus. Si, Non, mais- j'attends son avis pour voir. J'ai envie de tenter une folie, en fait. Correa. Non, mais une folie tout autant. Pape Gay. Ah oui. Ah, je vous ai prévu que c'était une folie. Oui, oui. Non, c'est pas. Non, parce que physiquement, il n'est pas à 100%. Mais parce que, ma petite histoire, contre Nice, il avait joué latéral gauche avec Sampaoli sur une séquence du match. Donc je me dis, tiens, pour le clin d'œil. Et puis là, au-delà du clin d'œil, parce que comme Loïc, Ulysse Garcia m'a pas spécialement plu contre Toulouse. Et je me dis, pourquoi pas tenter cette option. Mais en vrai, non, je laisserai quand même Ulysse Garcia. Le problème, c'est que moi, je suis d'accord avec toi, Loïc. Mais si on joue avec un Enrique en piston, et là, on part sur une défense à 4. Donc, du coup, tu es plus sur une logique de mettre un Enrique qui va vraiment prendre tout son couloir, et tu es sur une logique d'un Enrique où tu vas lui dire, là, pour le coup, ce soir, tu défends. Ah, mais non, il ne sait pas défendre.
Donc à un moment donné, si tu joues à 4, moi je suis d'accord pour qu'on mette Enrique, mais à ce moment-là, il faut presque tout revoir et du coup se dire, la défense centrale, En fait, c'est Enrique, ça. Après, tu le mets plus haut en disant à tout moment, il redescend et on passe dans un truc. Et voilà, mais avec les 3, si eux c'était les 3 actions, mais qui on aurait à mettre à droite? Le problème, c'est qu'on n'a personne à mettre à droite. Si tu avais Klose, par exemple, tu vois, je te dis, à ce moment-là, on met Enrique à gauche et Klose à droite de sûr, et on met cette défense-là, défense C'est centrale. la coulisse, ouais. Mais là, étant donné qu'on n'aura pas Klose, à mon sens, c'est trop risqué de mettre Enrique, donc je resterai sur Ulysse Garcia, même si je suis d'accord à 100%, il m'a pas plu du tout non plus sur le Ouais, dernier toi match, aussi, mais t'as c'est déçu. plus sécure, quoi. Sur une défense à 4, c'est plus sécure. Parce qu'après, on sait que, je pense qu'on mettra Kondogbia en sentinelle, on sait que Kondogbia peut glisser aussi dans une Ouais, mais défense. qui irait sur la gauche? Là, pour le coup, tu rends pas service à Balerdi, quoi. Si tu demandes à Balerdi d'aller faire l'arrière gauche, Non, mais Aujourd'hui, du coup, j'ai l'impression que Balerdi pourrait jouer partout. ouais. Ah, mais comme on disait comme Toulouse, on savait pas trop si on était dans une défense à 4 ou à 5. Ouais. Selon les phases, on peut repasser à 5, avoir un Mhm. Luis Enrique en Ouais, piston c'est- gauche et c'est vrai un que c'est Kondogbia qui glisserait dans la défense. Tu vois. Ah oui, dans ce sens-là plutôt. Mais du coup, il y a 2 Garcia, Mm. un Luis Enrique, Enrique. donc tu perds Après, Loïc. Ouais, je dans, sais. dans la réflexion qu'il va falloir avoir sur tous les matchs de championnat, maintenant, c'est aussi se dire Garcia, Onana, Gay, il faut les, Ouais, faut les essorer. faut les essorer, ouais. quoi. Parce que si tu les mets pas là et que d'un coup tu arrives en Ligue Europa, tu te dis ah, mais c'est vrai qu'eux, on les a plus. Bon, Enrique, peut-être qu'il a beaucoup joué, il faut le garder pour un peu d'autres matchs. Après, si tu espères aussi être un peu ambitieux en Ligue 1, il faut Voilà, qu'ils c'est- montrent un c'est- autre visage aussi, ces joueurs-là. C'est pas faux. Donc Garcia latéral gauche dans cette défense à 4, voilà, c'est parfait. Après, on a dit 4-3-3, donc j'imagine une sentinelle Mhm. devant la défense. Loïc parlait de Kondogbia. Vous êtes tous OK pour le mettre sur ce match-là Oui, parce qu'il a soufflé à, contre Toulouse. Ouais. voilà, à Toulouse. Donc, Donc Ouais, je pense qu'on peut le mettre. Kondogbia Et- devant Balerdi et Samuel Gigot, ça sera parfait. Et après, les deux milieux de terrain pour l'accompagner en relayeur. Vous refaites confiance à qui? Parce que là, pour le coup, il y a du monde à ce poste-là. On peut remettre Ouais. Harit, on peut remettre Unai. Je vous donne tous les joueurs. Unai, Onana et Pape Gay et Verretou. Moi, je mettrais Verretou et j'hésite, mais je pense que je vais mettre Verretou et Amin Harit. OK. Donc, on part sur un milieu type presque. Ouais, parce que ça va être un 4-3-3 que j'imagine un peu sur le retour de la fameuse équipe type qui était ce 4-4-2 asymétrique, donc avec je vois Iliman Ndiaye plus haut. Alors là, dit comme ça Ouais. fait pas rêver, mais je veux revoir ce schéma où il y a un attaquant un peu retrait et pour remettre Aubameyang dans ses meilleures dispositions bon, à mais gauche. alors, pour que la réflexion avance, tes 3 offensifs, ça serait qui? Et du coup, je mets Iliman Ndiaye, Aubameyang à gauche et Mumbagna côté droit. Ah, et encore que, Moi, j'aurais plutôt vu Harit à droite. C'est pour ça que je te demandais de finir pour voir. en fait, pourquoi je raisonne comme ça, c'est que je pars du principe, donc je suis dans une gestion Gasset comme il l'a fait à Toulouse, et je trouve que c'est admirable. Je me dis qu'en ayant cette option, tu as Pape Gay, Jean Onana sur le banc, qui peuvent rentrer et te faire souffler un peu des mecs dès l'heure de jeu. Ouais. Et tu as cette cartouche offensive qui est à ce moment-là Asdin Ounahi. Quand je dis cartouche offensive, c'est qu'en fait, ça peut te permettre. Ça fait drôle de dire comme ça. Dit comme ça, Je pensais que c'est drôle. tu allais dire Correa, mais j'ai eu peur. Non, mais non. Ça va. Ma cartouche offensive, c'est Unai parce que je pars du principe que si tu dois faire sortir Aubameyang pour pas trop tirer sur la corde, tu as un Mumbagna et tu lui mets derrière un Unai pour faire le travail au milieu et un Harit pour le mettre en orbite. Et je me dis que cette configuration-là pour finir le match est intéressante aussi. Donc, je préfère commencer comme ça. Moi, ouais, ça se tient, tout son raisonnement. Après, aujourd'hui, je me pose vraiment des questions sur Ndiaye, quoi. Et j'ai l'impression quand même que Mumbagna, quand tu le mets dans l'axe, il apporte. Voilà, il est là, il est présent, etc. Donc, moi, j'aurais plus mis une logique avec Mumbagna dans l'axe, Aubameyang à gauche et Harit à droite. Voilà, parce que pour l'instant, on n'a pas Sarr. Parce que dans ma logique, Donc, du c'est coup, ça. tu mets Unai au milieu avec Verretou. Voilà. Unai Verretou. Kondogbia, Unai Verretou au milieu, vous êtes d'accord là-dessus? Moi, je serais plus comme Romain, à mettre Kondogbia, Verretou, Harit. OK. Et une attaque Ndiaye, Mumbagna, Aubameyang. Le Ndiaye, sachant qu'il n'a pas joué contre Toulouse où il est rentré à l'heure de jeu, Ouais.
Unai qui a quand même. Mais moi, j'ai une interrogation aujourd'hui, c'est comment on peut, si tu dis que tu es ambitieux, tu as le discours du club, on est ambitieux en Ligue 1. Comment tu peux titulariser Correa par rapport à Ndiaye? Je ne comprends pas. Donc, à partir du moment où moi, je me demande si vraiment il n'y a pas vraiment au club vraiment un déclassage de Ndiaye et que c'est pour ça que je le mets même plus. Déclassement, ouais, déclassage. En plus, quand je l'ai dit, je me suis dit ça ne doit pas passer ça, mais bon, personne n'a réagi, donc ça passait bien. Voilà, mais je sais pas. Après, là, c'est pas là, c'est vraiment ta compo à toi. Hein, en fait, par rapport aux deux compos différentes qu'on propose avec Max, ça se joue sur un poste qui est Unai. Enfin, sur deux hommes, deux hommes qui sont Unai pour Max et Iliman Ndiaye pour moi. Et la différence, c'est que si c'est en termes individuels, moi je suis d'accord, ne serait-ce que pour parler du match de Toulouse, Unai mérite beaucoup plus. Mais même Benfica Benfica, la première mi-temps de Benfica, pour moi, de Unai, je n'en ai pas parlé du coup, parce qu'elle était très très bonne. Et je trouve que les dernières prestations de Ndiaye ne sont pas bonnes. Donc, dans la logique, en tant qu'entraîneur, je fais ça. Mais moi, ce qui m'importe, c'est plus mettre les autres dans de bonnes dispositions. Ouais, il y en a qui proposent aussi Ndiaye, Faux-Neuf, Aubame et Moumbagna devant. Non, mais ça c'est oui, en quête de losange un peu. Avec, il y avait beaucoup qui proposaient de faire souffler Verretou aussi, mais vous voulez le mettre vraiment sur ce match-là. Après, ce qui est bien, c'est que tu as un Pape Gueye sur le banc qui va pouvoir le remplacer. Et Onana, en plus, on voit qu'il est, disponible. Et puis, à souffler, moi, je pensais qu'il allait souffler à Toulouse. À partir du moment où il joue, et qu'il joue que 60 minutes, pour le coup, ça va. Là, et qu'il ne sort pas blessé, qu'il ne sort pas avec des crampes, il aura récupéré. Hein. Verretou, ça c'est sûr, en relayeur gauche un petit peu plus haut que Kondogbia. Et à côté, on a dit donc... Harit. Oui, c'est ça que vous avez dit. Ouais. Donc, on s'arrête sur Harit. Donc voilà, deux milieux de terrain qui seront Verretou relayeur gauche et Harit. Amine relayeur droit. Voilà. Amine Harit, donc relayeur droit et relayeur gauche Verretou. Et devant, on part sur Ndiaye en pointe. C'est ça. Moumbagna à droite et Aubameyang à gauche. Voilà, on a toute l'équipe. Voilà. Donc parfait. Je vais peut-être rappeler pour la régie. Si, Elle est dans les embouteillages. Ouais, c'est ça aussi. Très bon. Donc on va voir, voilà. Moumbagna, si on veut. À droite. Ouais, à droite, c'est bien. Aubameyang à gauche. Si on peut avoir, en attendant qu'elle finisse l'équipe, là, des petits avis sur comment rentrer à la Sota, parce que 2 heures pour faire la Sota Marseille, quoi, tu vois. Aider Max là-dessus. Voilà, s'il y en a qui ont une route secrète, parce que je sais que c'est des émissions où on peut parler chips et cacahuètes, alors on peut s'aider, la communauté peut nous aider pour rentrer à la maison, quoi. Et devant, c'est Iliman Ndiaye. Et il manque Verretou à dessous Aubameyang. Et Amine Harit, relayeur droit. Voilà. Et voilà. Et je préfère Unai que Ndiaye, nous dit Herpo. Parce qu'après, en termes de confiance, remettre Ndiaye sur le banc, ça serait pas le. Il est sorti tôt contre Benfica, si je me trompe pas, il est sorti à l'heure de jeu. Pardon, qui ça? Ndiaye. Contre Benfica, il est sorti assez tôt. Et même hier, et puis il est rentré à la 60e. Ouais, c'est après, ça, hier, je vous trouve, des fois, je vous trouve très, très dur, quoi. Moi, alors, forcément, c'est un joueur que j'apprécie. Donc, ou que j'appréciais, je devrais dire, mais bon, que j'apprécie toujours. Et je regarde ce qu'il fait. Hier, il touche 5 ballons. Il donne un bon ballon à Moumbagna. À un moment donné, il fait une genre de talonnade qui fait une contre-attaque, voilà, une petite déviation qui relance l'équipe. Il fait 2 décalages qui sont pas mauvais et il perd un ballon. Donc, il fait pas grand-chose, je suis d'accord. Enfin, comparé encore une fois à Correa qui a touché 15 ballons, qui a perdu 14 ballons, je veux dire, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc, oui, parce que hier, je sais, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont comparé presque le match d'Ndiaye à Correa sur le plateau. Donc, surtout qu'il n'avait pas Aubameyang, qui est un des meilleurs joueurs cette saison. Il y avait Moumbagna, il n'avait pas l'équipe au complet. Hier, quand il est rentré en jeu. En plus, la passe qu'il fait pour Moumbagna, elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne. C'est Moumbagna qui s'en met les pinceaux. Mais il peut marquer, et du coup, ça fait passe décisive, quoi. Donc on nous parle bien sûr Moumbagna, il est gaucher, Vélodrome qui nous pose la question. Moumbagna est bien gaucher. Arsène Larsen qui nous dit non mais les gars, Faris sur le côté,
faut arrêter. Vous avez vu son niveau technique, c'est pas forcément par rapport à ça, mais de toute façon, Ndiaye, on a dit c'est un faux neuf. Donc Voilà, c'est Oui, ça. non, de aussi toute façon, organiser oui, le jeu. c'est un leurre de le voir à Mm. droite parce que c'est pareil, c'est 2 positions. Il vient pour avant tout épauler l'axe et ça Et tu peux s'organise même, différemment. sans rentrer dans le débat tactique, mais tu peux même, sur certaines phases de jeu, carrément Les intervertir. voilà, Mm. Ouais, les tout à fait. interchanger. Mais c'est souvent Harit d'ailleurs qui va du coup faire l'effort côté droit de manière à ce que Moumbagna Ouais. rentre et c'est bien pensé, je trouve. Bon, bah voilà, l'équipe, ça sera l'équipe contre Nice. Si Gasset vous écoute, mais je pense qu'on sera pas loin de ça, honnêtement, pour la rencontre de mercredi à 21h, on le rappelle. On va passer désormais à la partie 4 et les questions-réponses. Alors, les questions-réponses, on va passer tout de suite à la partie que vous aimez bien. J'avais noté une question de Clounix en début d'émission. Gasset, en tant qu'adjoint pour l'année prochaine, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée? À voir qui sera le numéro 1. Tout dépend de qui sera l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Après, est-ce que lui aussi a envie de devenir adjoint? C'est peut-être aussi une autre question. Après, ça pourrait être une bonne idée, mais il faudrait vraiment que ça soit bien clair dès le départ. Parce que on aurait aussi trop tendance à se dire, bon, mais dès qu'il y a 2-3 mauvais résultats, allez hop, le numéro 1 dégage et Gasset, il reprend le poste numéro 1. Donc ça serait quand même une sacrée pression pour le numéro 1. Quoi. Donc vous n'êtes pas forcément emballé là, à Je l'idée. suis même pas sûr que lui, ça l'intéresse non plus. non. Il y a ça. Bon, après, ça a été quand même un peu évoqué, discuté même en interne pour dès sa nomination. Il faut voir, de toute façon, en fait, les questions pour l'Olympique de Marseille se posent d'abord plus haut. Il faut un peu de clarification de clarté sur l'organigramme à venir. Et pour ça, il faut, pour moi, et j'ai pas besoin d'une interview dans l'équipe ou même sur le Phocéen de Franck McCourt. J'ai besoin d'un Franck McCourt qui, à l'intérieur du club, dit maintenant, toi, tu as tel rôle, toi, tu as tel rôle, toi, tu as tel rôle. Je parle évidemment de Longoria, de Stéphane Tessier, de toutes ces personnes qui sont amenées à diriger au quotidien l'Olympique de Marseille. Il faut avancer de manière sereine. Et une fois que ces rôles-là sont donnés, avec les volontés et le bien-être des uns et des autres, et sans état d'âme, derrière, on peut avancer. Et à ce moment-là, sur le coach et tout, mais même Gasset, dire être adjoint, si on lui dit tu es adjoint de tel coach, au-dessus, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, il va peut-être dire oui. Là, si aujourd'hui tu lui dis il y a beaucoup trop d'inconnus pour qu'il se livre à une réponse. Ok, on a un message de Snally88 dans le chat qui nous dit ça vous tente pas de revoir aussi Harit à son vrai poste, l'impression qu'il n'a pas joué en 10 depuis Gattuso. Vous êtes d'accord avec cette remarque-là de Snally? Oui et non. Il est un peu là dans un rôle d'électron libre, un peu dans ce milieu, donc il n'est pas très loin de son poste. Et en plus, ça serait quoi, le faire jouer dans un 4-2-3-1 en numéro 10, c'est ça? Ouais, vraiment le libérer un petit peu des tâches. Oui, parce que là il a des consignes quand même Oui, avec de Gasset, défensive, de repli et autres. Bon, Je suis pas sûr que ça soit le. S'il y en a un à un moment donné qui devrait avoir aucune consigne défensive et qui soit sur le terrain, c'est Unai. Parce qu'à un moment donné, lui, défendre, c'est vraiment pas sa spécialité. Je comprends pas comment ce gars-là, il peut jouer dans un milieu défensif avec sa sélection. C'est fou, quoi, je veux dire. Donc, alors qu'Harit, quand même, franchement, sur l'homme, quand il doit défendre, il est plutôt présent, quoi. Parce que Unai, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, même quand Seb en a parlé tout à l'heure, mais Unai, bon, c'est l'un des joueurs qui a touché le plus de ballons contre Toulouse, 90% de passes réussies, donc c'est plutôt bon. Après, dans les duels, 14 duels, 3 gagnés seulement. Ah, mais c'est ça. Que ce soit au sol ou aérien. Sur le deuxième but, il est fautif. Il est fautif. Il y a Paul Lopez aussi qui couvre mal son. Moi, je m'énervais devant l'écran en disant, mais il faut plus le faire défendre. Voilà, si tu le mets sur le terrain, tu le fais plus défendre. Tu dis, toi, tu défends plus. Tu restes loin de la surface. C'est trop. Il nous coûte trop de buts. Mais en fait, si tu regardes bien le Maroc, par exemple, le jeu passe énormément par lui, mais devant, tu as une ligne de 3 où ça travaille beaucoup. Tu as des milieux avec derrière lui vraiment un régulateur, un 6 régulateur Amrabat. Enfin, tu as cette organisation qui permet vraiment à un 8, tu sais que le cœur du jeu, c'est tes relayeurs. On l'a déjà eu à l'Olympique de Marseille avec d'autres joueurs. Enfin, il est
toute proportion gardée, mais il est au Maroc, ce qu'était Lucho à l'époque à l'OM, dans le fonctionnement du Et truc. Lucho, quand il mettait le pied, il mettait le pied. Mais Lucho, qui était dans un rôle aussi de toucher beaucoup de ballons, il y avait un Mamadou Niang pour lui proposer des trucs, il y avait aussi un Brandao pour faire la police, entre guillemets, plus haut. Nous, Unai, on joue avec Pierre-Emerick Aubameyang. Enfin, tu vois, Oui, je comprends un petit peu ton parallèle, mais encore une fois, je trouve que dans les duels, ils sautent à chaque fois. Enfin, ils voltigent à chaque fois. Donc, à un moment donné, c'est du foot, quoi. C'est pour ça que soit tu fais une équipe pour Unai, soit tu fais une autre équipe. C'est ça. Tiens, on va prendre un dernier message. Sur le match d'hier, d'ailleurs, Mano Olive qui nous dit, vous en pensez quoi du petit Gbou à Toulouse? Est-ce que c'est un joueur qui vous plairait? Qui a marqué le deuxième but. Qui a marqué le deuxième but. Non, mais il fait une super... Je trouve qu'il les a vraiment changés. C'est vraiment la bonne pioche. Il est arrivé au Mercato. Et je trouve que Toulouse, de toute façon, tu le vois, Toulouse était une équipe qui était à la lutte pour la relégation. Il est arrivé et ils sont milieu de tableau. C'est pas aussi spectaculaire que Lyon, mais il n'a pas coûté aussi cher que les joueurs de Lyon. Donc, c'est vraiment une très bonne pioche du Mercato de Ligue 1. Je ne sais pas si en termes de profil, c'est vraiment l'urgence nous concernant. Surtout que du coup, maintenant, il est vraiment jeune, je ne sais pas quel âge il a du coup, vous savez. Il a 22-23, je crois, de tête. Tu vois, il est dans cette. Mais oui, ça reste un jeune joueur. Hein, il était jeune, il était à Rennes. Après, il a eu un départ à l'étranger, mais on connaît la pépinière du Stade. Non, parce que l'idée de Longoria, à un moment donné, de prendre des jeunes joueurs et comme Ndiaye, et de se dire on va les faire monter et les vendre plus cher. Bon, force est de constater que sur cette saison, ça marche pas trop. Mais pourquoi? Parce que quand tu es jeune, il faut assumer cette pression encore une fois et c'est compliqué à l'OM. Donc, moi, je commence à me poser la question de savoir si c'est une bonne théorie et s'il ne vaudrait pas mieux quand même prendre à chaque fois des joueurs un poil plus aguerris. Je te dis pas de prendre que des 29, 30 mais tu vois, des mecs comme de 24, 25, c'est pas la même, ou 23, 24, 25. Je pense qu'il faut tout faire. Et tout faire à petite dose. Il faut aller chercher un mec aguerri de Ligue 1, un mec, tu le prends maintenant parce que plus tard ça va péter, un mec, tu le prends en Ligue 2 parce que c'est le moment de le faire, un mec que tu vas chercher à l'étranger parce que c'est ciblé vraiment Olympique de Marseille. Et voilà, faut rien s'interdire, mais il faut pas juste être sur un seul marché. Ça. L'été dernier, on n'était pas sur un seul marché. On a recruté des joueurs un peu comme Jekon Ogbia qui me vient en tête, mais Aubameyang, on a eu on a fait plusieurs types de mercato. Avec différents trucs. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est d'aller un peu de partout. Et des fois, tu as des parts d'échecs aussi. Parce que, regarde, il y a 2 ans, on est allé en Ligue 2 chercher Isaac Touré. On s'est dit, c'est le moment de le prendre. Après, il va valoir 50 millions. Bon, ça n'a pas du tout marché. 23 ans. Bon, donc, tu avais raison. 22-23 ans, donc c'est ça. Tiens, vos pronos pour le match de demain, on va terminer là-dessus. Il aime bien. Vos petits pronos. Je t'ai dit 1-0, Faris Moumbagna, 92e. Ça, c'est magnifique si ça se passe. Loïc 2-1 pour l'OM. Vous êtes toujours optimiste? Je pars du principe que les gens vont regarder en replay pour demain. Parce que du coup, on joue pas demain. C'est mercredi. Oui, excuse-moi, merci Max. Merci. Si demain ils allument tous leur télé. Oui, mercredi, c'est vrai qu'on perd la notion du temps avec tous ces matchs. Mercredi, 21h, on le rappelle. Moi, je dis un petit 2-1. 2-1 pour l'OM? Pareil. Ouais. Est-ce qu'on se mouille sur les buteurs ou pas? Bon, je t'ai donné. Mais tu sais quoi, je vais me mouiller en répondant à la question de Lionel de Miami. Quel est le problème devant le but? Je pense qu'il faut vraiment travailler. Juste pour l'anecdote, avant la rencontre contre Benfica, ils ont fait une séance de tir. Il y a Aubameyang qui a dû marquer 80% de ses frappes. Et le reste, waouh, je regardais, je me disais, et je me demande si même la consigne du gardien qui à ce moment-là, c'était pas de dire les derniers tirs, laissez-les passer, parce que pour mettre un petit peu les attaquants en confiance, parce que il y en avait tout qui en avait mis 2-3, Ndogbia qui en a mis 1, et tout le reste, c'était à côté, quoi. Mais j'ai l'impression que si tu regardes les pros souvent s'échauffer comme ça, s'entraîner, ça part souvent à côté, c'est rarement cadré. Je sais pas si vous avez regardé ça régulièrement aux échauffements de l'OM, ou même des autres clubs quand vous allez voir un match, mais souvent c'est jamais cadré. Donc mais pour le coup, je te dis, Aubameyang, il les mettait et c'est là que tu vois justement, tu comprends pourquoi il y en a un qui marque un match et les autres non, quoi. Il y a quelques mois, j'avais fait l'entraînement sous Gattuso et j'avais aussi remarqué ça, c'est vrai qu'on avait Verretou et Aubameyang qui avaient été assez adroits devant le but. Et tu m'avais dit Unai, je me souviens aussi. Pas mal, mais le reste, comme tu dis, on voit clairement la différence et tu en as souvent quelques frappes qui partent et bien au-dessus du cadre. Donc, voilà.
En tout C'est cas, pas rassurant. vous êtes quand même optimiste pour le match de demain. Donc on rappelle. Le mercredi. Ah purée, c'est dingue, je veux que ce soit demain. Non, demain, je crois qu'il y a un petit multi-ligue 2 si vous voulez le faire. Vous pouvez. Le match de mercredi Je crois qu'il y a un 21h. Rodez Paris FC. Bah, Voilà. ça vaut son pesant de Tu vois, cacahuètes. bah, Pour voir. moi, je te dis, je regarderai. Cacahuètes ou chips breads d'ailleurs? Je regarderai peut-être Rodez Paris FC parce que j'ai une pensée pour Ilan Kebal. Alors j'ai une pensée pour le recruter à l'OM l'année prochaine. Hein, c'est pas. Mais c'est vrai que toi tu l'aimes bien. Ça fait un moment que je t'entends parler. Ben, de moi, lui je- déjà pour voilà. cet hiver. J'aime bien. Je me dis que là, un joueur du Paris FC, tu vas le prendre, ça va pas te coûter grand chose entre guillemets. Et c'est un petit joueur qui a déjà joué en Ligue 1 et qui peut se hisser, et qui peut être très utile dans ton effectif et qui peut te coûter pas grand chose. Je te dis pas pour en faire la figure de proue de ton équipe la saison prochaine, mais voilà. Et puis un petit Marseillais, évidemment, à l'Olympique de Marseille, ça peut aussi. Voilà, à condition, on va pas payer 20 millions d'euros et. Non. Bon, je pense pas que ça sera Même les pas deux. tarifs de toute façon pour Ilan Kebal. Voilà. Pas du tout. Donc on rappelle, mercredi 21h, le match Olympique de Marseille-Nice. Demain, on sera ensemble puisqu'il y a l'OM au café à 11h et il y a la conférence de Quelle heure, presse de Jean-Louis Gasset à suivre. Donc voilà, on se dit rendez-vous demain. Merci de nous avoir suivis sur ce talk show un petit peu particulier. Merci à Max d'avoir fait l'effort d'être venu. Il est quelle heure? sympa. Dis-moi quelle heure il est. Là, faut il que est je- 19h27. Il est Ah, 19h27. ben ça va, On je- va appeler Najette pour je- savoir où elle en est, la pauvre. je- Parce que j'espère Najette, que Je ouais. serais noté, j'avais peur de pas être noté, d'avoir fait les 30 Si minutes. t'as fait assez, c'est bon. Tu Ça seras va. noté. Et puis je pense que bien noté parce qu'on a apprécié ta venue dans le chat. Donc ça fait plaisir. Merci Max. Merci Loïc aussi d'être venu, Avec grand d'être venu plaisir. en urgence On comme est ça pas- sur ton temps de repos en plus. Donc C'est ça, c'est ouais, ouais, magnifique. toujours un plaisir. Et puis Romain avec qui Un on a heure sup. commencé Voilà. l'émission. Merci à Seb également qui est venu nous faire un coucou. Et merci à Jade Valp qui était à la réalisation de cette émission. Merci à vous dans le chat. Voilà, passez une très belle soirée. On se dit à demain sur lefosséen.fr. Ciao, ciao.